Bonté nabino non soboza mpana kolanda émission na biso bokaspa ba jeune. Émission na bino ya nkota misato. Makona lelo tokozana lokota lwa falase. Bienvenue pour ce nouveau numéro de votre émission Bokaspa ba jeune, votre émission qui a pour intérêt de promouvoir l'innovation et la création apportée par la jeunesse congolaise. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur Thibault qui va nous parler des missions spécifiques d'un mentor. Bonjour. Bonjour Monsieur Arthur Mfouba. On peut vous connaître? Je suis Monsieur Wilgan Berthold Thibault, de nationalité congolaise. Vous êtes congolais comme nous tous. Pourquoi les jeunes s'intéressent beaucoup plus à la politique et non à l'entrepreneuriat? Je pense que c'est aussi une illusion que ces jeunes-là ont parce que parfois ça crée une illusion de facilité. Les gens pensent que quand vous faites la politique, vous allez avoir de l'argent, alors que la politique c'est pour servir le peuple et la nation. De voir les jeunes se démarquer de l'entrepreneuriat pour se diriger vers la politique, je pense que c'est une grave erreur parce que l'avenir de la jeunesse, à mon avis, c'est un avis personnel et humble, n'est pas dans la politique, mais est dans l'entrepreneuriat. Une bonne partie des jeunes se disent nous allons vers la politique parce qu'en entrepreneuriat, nous ne trouvons pas les leaders. Il y a des Congolais ici qui ne sont pas reconnus sur le plan national, mais qui sont reconnus à l'international. Donc c'est dire que si les jeunes Congolais qui pensent entrer dans l'entrepreneuriat peuvent prendre le temps un peu de cogiter, de regarder, de chercher ou de rechercher, de se renseigner, je pense qu'ils trouveront chaussures à leurs pieds, ils trouveront des mentors qui peuvent les aider à mettre en place des projets concrets, à mettre en place des projets qui peuvent générer et créer des emplois et contribuer au développement de notre pays. Donc je ne suis pas d'accord sur le fait que les gens disent que parce qu'il n'y a pas de mentor dans l'entrepreneuriat, que les gens vont vers la politique. Non, ce n'est pas une raison valable. Tout à l'heure, vous venez d'évoquer qu'il y a des mentors qui sont reconnus au niveau international, mais pas localement. Mais pourquoi? Dans notre pays, malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de tribunes ou de forums d'exposition de ces mentors-là. Je pense qu'il y a un problème d'exposition des mentors qui peuvent être connus, pourtant à l'extérieur, passent dans les grandes conférences internationales, mais au niveau local, ils sont méconnus. C'est simplement parce que ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas servir leur pays, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas faire le partage de connaissances avec les locaux ou les compatriotes, mais simplement parce que peut-être ils n'ont pas été mis en contact avec la bonne personne au bon moment, au bon endroit pour le bon projet, pour faire un meilleur accompagnement. Je pense que ce n'est pas une mauvaise foi d'un côté ou de l'autre, mais c'est juste un problème d'opportunité, les mettre en contact, et je pense que ça arrivera. Pouvez-vous nous dire c'est vraiment qui un mentor et qui peut l'être? L'avènement des réseaux sociaux, tout le monde se dit coach, tout le monde se dit mentor, mais je pense qu'un mentor ici, c'est une personne qui a de l'expérience, c'est une personne qui peut partager quelque chose, c'est une personne qui peut accompagner, c'est une personne qui peut aider à prendre quelqu'un du point A et l'amener jusqu'au point B, en lui prodiguant des conseils, en lui montrant le chemin à suivre et en essayant en fait d'encadrer la personne, tout en lui montrant une direction claire à suivre. C'est ça le mentorat. Ce n'est pas un slogan, ce n'est pas quelque chose sur lequel tu peux te lever un bon matin et tu t'auto-proclames mentor. Non, non, non. Il faut que tu aies fait de l'expérience, il faut que tu aies prouvé que tu peux réaliser quelque chose, que tu as déjà réalisé quelque chose et que tu peux faire un partage de connaissances par rapport à ce que tu fais, ce que tu ferais, ce que tu as déjà fait. C'est ça en fait le mentorat. Est-ce que le mentor peut accompagner financièrement un jeune qu'il cadre? Bon, si le mentor accompagne financièrement un cadre, il devient un sponsor. Un mentor peut aussi être un sponsor. Mais l'objectif initial du mentor, ce n'est pas les apports financiers. C'est d'aider ce jeune-là qui a une idée d'entrepreneuriat à monter un dossier financier, à monter un dossier qui peut lui permettre de lever les fonds afin de mener à bien son projet. Mais le mentor, s'il peut ou s'il veut, peut aussi financer le projet. Alors là, il lui revient maintenant une double casquette de mentor et sponsor. Aujourd'hui, une bonne partie des jeunes ont du mal à partager leurs projets, leurs idées avec leurs mentors parce qu'il y a trop de détournement de projets. Maintenant, étant mentor, est-ce que ce comportement contribue au développement de l'entrepreneuriat au milieu juvénile? C'est même un comportement destructeur parce que ce que vous dites là est très crucial parce que effectivement nous avons vu des projets, nous avons même vu des idées de projets seulement qui ont été partagées dans des forums privés, mais qui quelque temps après se sont retrouvés sur le grand marché parce que les personnes qui étaient autour de la table
avec peut-être plus de moyens, plus de contacts, plus de ressources, ont lancé les projets avant même le géniteur du projet. Donc après, ça contribue à un détournement du projet, d'idées. Mais comme il n'y a pas de propriété intellectuelle sur l'idée ou sur le projet, la personne même qui a émis l'idée initialement a du mal en fait à rattraper son projet parce qu'il n'a pas les moyens et il n'a pas mis une propriété intellectuelle sur son projet ou sur son idée. Voilà pourquoi en fait, avant d'exposer ton projet ou d'exposer ton idée à un mentor, il faut signer ce qu'on appelle un accord de confidentialité. Un accord de confidentialité vous engage, vous deux, vous vous engagez dans cet accord-là à ne pas divulguer les informations qui sortiront de votre causerie. Cela permet en fait à toi, le porteur du projet ou de l'idée, de protéger ton idée ou ton projet, parce que l'accord de confidentialité te permettra après de poursuivre le mentor s'il divulgue ton projet ou s'il exploite faussement ton projet. Revenons à vous, Monsieur Wilgan. Les jeunes disent que le manque de financement freine la création d'entreprises. Est-ce vraiment réel? Le financement freine la création des entreprises? C'est vrai, mais c'est aussi faux. Je commence par l'option selon laquelle c'est vrai. C'est vrai parce que pour mener un projet à bien, effectivement, tu as besoin de ressources, y compris les ressources financières. Ici, malheureusement, pour avoir un financement, ce n'est pas évident. Les banques ont parfois une réticence pour accompagner certains projets. Mais si ces banques-là aussi sont réticentes pour accompagner certains projets, mais c'est aussi, à mon avis, aussi parce que certains projets ne sont pas bien présentés. Parce qu'ici, l'idée, ce n'est pas seulement de dire que j'ai un projet. Ici, l'idée, c'est d'être en mesure de présenter ton projet et de le vendre. Parce que tu es en train de pousser une personne qui a son argent à t'accompagner dans ton idée. Vendre ton idée, c'est avoir les arguments, c'est mettre en place un plan d'affaires qui te permet de convaincre la personne pour mettre son argent dans ton projet et espérer pour lui aussi un retour sur investissement. Parce que ce n'est pas une œuvre philanthropique, c'est une œuvre pour laquelle il attend un gain. Et pour que tu le rassures que tu auras un gain, il faut que tu puisses mettre en place un plan. Ça, c'est l'option oui. Mais pour dire non, il faut reconnaître aussi que parfois la jeunesse fait preuve d'une certaine paresse. Parce que nous avons vu ici des personnes qui ont commencé du business partant presque de rien. Ici, la jeunesse parfois se borne à croire que pour lancer un projet, il faut beaucoup d'argent. C'est vrai qu'il y a des projets qui nécessitent beaucoup d'argent, mais il y a des projets qui peuvent être de sous-projets qui vont grandir pour générer un gros projet. Donc on peut commencer bas, sans nécessairement avoir besoin d'un très grand financement, mener à bien ce projet et puis succéder à ensuite lancer un projet plus grand. Aujourd'hui, il y a pas mal de jeunes qui ont lancé des startups, mais une bonne partie n'émerge pas. On aimerait savoir quel est le problème. Est-ce que c'est toujours l'environnement qui n'est pas propice? Le problème pour moi, ce n'est pas de venir avec une idée pour dire que c'est une opportunité d'affaires. Tu peux avoir une bonne idée, parce qu'il faut retenir, monsieur Arthur, que vous pouvez avoir une bonne idée d'affaires et échouer. Vous pouvez avoir une idée qui n'est pas si bonne que ça et réussir. Tout part de la stratégie. La stratégie ici amène à la formation. La formation ici amène à la mise en place d'un plan d'affaires. Parce que le plan d'affaires ici te permet, basiquement, je dirais, 5 choses. Un business plan te permet basiquement 5 choses. Premièrement, le business plan te permet d'éviter des grosses erreurs. Pourquoi grosses erreurs? Parce que tu peux avoir une idée à laquelle tu es déjà convaincu, tu mets en place, mais à la fin, tu te rends compte que tu n'as pas les ressources pour mettre l'idée là en place. Les ressources dont je parle, ce n'est pas seulement l'argent. Ça peut être que tu n'as pas des personnes appropriées qui peuvent t'accompagner à mener à bien les idées. Nous connaissons beaucoup de personnes qui ont les idées qui sont encore dans les sacs parce qu'ils n'ont pas trouvé les bonnes personnes pour mener à bien ce projet. En dehors d'éviter les grandes erreurs, ça peut aussi te permettre de contrebalancer tes propres émotions. Émotions pourquoi? Parce que lorsque tu as une idée, si tu en es convaincu, tu peux être aveuglé à certaines réalités. Tu peux oublier de voir certaines choses parce que tu es trop convaincu de ton idée. Lorsque tu fais un business plan et que tu le partages avec les gens, lorsque les gens analysent, lorsque l'œil externe analyse ton plan, ils peuvent te sortir parfois des choses que toi-même tu as oubliées. Ça, c'est du point A. Et du point B, c'est que tu peux avoir une idée, mais tu as peur de te lancer aussi. Ça aussi, c'est une émotion, mais négative. Avec un business plan, ça peut t'éclairer. Parce que dans le business plan, tu auras à faire l'étude de marché, analyser l'industrie, analyser ton produit, analyser la concurrence. Ça peut t'éclairer et tu peux arriver à voir clairement, dire, mais oui, mon idée finalement elle est bonne. Parce que le business plan te donne une idée, t'éclaire, te montre que tu peux y aller.
Ça, c'est deux. Troisièmement, ça te permet aussi de mettre tout le monde sur la même page. Parce que lorsque tu montes une idée, tu n'es pas seul. Tu peux avoir seul initialement pour monter l'idée, mais à la fin, tu construis une équipe. On dit vulgairement que lorsqu'on ne sait pas là où on va, on se retrouve ailleurs. Et quatrièmement, ça te permet ici de mettre en place un projet de jeu. Le projet de jeu, c'est quoi? C'est comme lorsqu'on voit un match de football. Le coach peut mettre son classement en 4-4-2, mais ce qui se passe sur le terrain, ce sont les joueurs. Les changements de poste, les dépassements des fonctions. Ce projet de jeu, pour que les gens le mettent en place, il faut qu'ils comprennent la vision du porteur du projet. Et à la fin, un business plan te permet, comme je l'ai dit au début, de lever les fonds. Parce qu'une banque sérieuse, aussi commerciale soit-elle, ne te donnera pas son financement si ton projet n'est pas viable. Voilà pourquoi je dis que s'il y a les échecs dans certains projets, pour moi, la base, c'est la stratégie et donc la formation. Est-ce que l'entrepreneuriat est du concret de chez nous ou bien c'est juste un nouveau slogan au milieu juvénile? Non, ce n'est pas un slogan, c'est concret. Devenir entrepreneur, ce n'est pas de mettre en place une société. Ce n'est pas d'avoir ta patente, CETN, tout ça là. Tu dis que tu es devenu entrepreneur. Devenir entrepreneur, c'est de résoudre un problème. C'est de détecter une opportunité et de mettre en place les moyens requis pour mener à bien et pour résoudre ce problème-là. Donc ici au Congo, je pense que, je ne peux pas dire que c'est simplement un slogan, mais je suis convaincu, parce que j'en ai déjà vu des vrais entrepreneurs au Congo ici, qui ont commencé, qui ont été formés et qui sont en train de croître et qui peuvent encore faire plus. Donc l'entrepreneuriat au Congo, pour moi, c'est une réalité, mais une réalité qui doit encore être renforcée. Il y a des fonds d'investissement qui se disent prêts à financer les projets des jeunes, mais en réalité, sur le terrain, ce n'est pas ça. Maintenant, pourquoi? Là, on ne parle pas de banques, des fonds d'investissement. Je reviens encore sur le concept de la formation et de la stratégie. On ne se lance pas dans l'entrepreneuriat parce qu'on pense qu'on a une idée. On se lance dans l'entrepreneuriat. Avoir une idée, c'est la première étape. Mais il faut mettre en place un plan. Si tu n'as pas de plan, tu seras surpris. Tu vas subir tous les événements. Parce que tu dois connaître d'abord même le cycle d'adoption de ton produit. Parce qu'un produit, même quand tu fais ton étude de marché, le produit n'est pas adopté de la même manière par toutes les personnes. Parce qu'il y a 5 catégories de personnes qui adoptent le produit. Il y a ce qu'on appelle les précurseurs, ceux qui, dès que le produit est lancé, il va y prendre. Il y a ce qu'on appelle les innovateurs, il y a ce qu'on appelle la majorité précoce, ce qu'on appelle la majorité lente, et puis les retardataires. Donc nous avons 5 catégories de personnes dans une même cible que tu as. Parce que lorsque tu fais un projet, ou que tu lances un produit ou un service, tu as une cible. C'est là on parle du positionnement. Comment est-ce que tu positionnes ton produit par rapport au marché? Est-ce que tu cibles tout le monde ou est-ce que tu as une catégorie des personnes que tu cibles? Mais sache que même dans la catégorie que toi tu cibles là, c'est encore subdivisé en 5. L'économie est plongée depuis certains temps par une récession. Aujourd'hui, pour redémarrer notre moteur économique, que devrait vraiment faire? Mais je vais juste donner une idée. Parce que malheureusement, la récession est universelle. Depuis la crise du coronavirus, qui dure depuis bientôt 7 mois à travers la planète, la plupart des économies sont entrées en récession. Pour relancer l'économie, c'est de regarder ce que les pays qui ont bien géré cette récession ont fait. Qu'est-ce qui s'est passé en 2008, lorsqu'il y a eu la crise de subprime? Quand il y a eu la crise de subprime aux États-Unis, l'État a accompagné les entreprises, même privées, donc General Motors et autres, en finançant, en encourageant les banques à donner de gros prêts à ces entreprises-là pour redémarrer l'activité, créer et générer les emplois. Donc les emplois directs et indirects. Donc ici, je pense que chez nous aussi, on ne va pas y échapper. Je pense que le gouvernement a déjà mis en place des fonds pour accompagner les entreprises. Tout à l'heure, vous avez pris l'exemple de moteur aux USA. S'il y a vraiment une entreprise que vous souhaiteriez financer en tout premier pour relancer vraiment l'économie, ça sera laquelle? Non, je ne parlais pas d'entreprise, je parlais de secteur d'activité plutôt. Parce que je ne peux pas ici citer une entreprise que je peux financer, mais je parlais plutôt des secteurs d'activité qui peuvent être encouragés parce que ces secteurs d'activité-là sont en mesure de générer et de créer les emplois. Je parlerai par exemple de l'agriculture. Nous sommes un pays avec une terre très fertile, une terre qui est très arable. Donc si on peut encourager les projets d'agriculture, je pense que ça va créer et générer les emplois. Et il y a aussi la numérisation, donc la digitalisation des services, parce que tout est maintenant service.
80% de l'économie américaine maintenant est basée sur les services. Donc financer l'agriculture et encourager les projets de services, je pense que ce sont des pistes, bien que mineures, qui peuvent permettre à ce que le pays maîtrise bien le choc qui est lié à la récession. Nous sommes presque à la fin. Qu'est-ce qui vous différencie, vous, des autres monteurs? Bon, je ne sais pas s'il y a une différence. Ou je ne sais pas si moi-même je peux savoir ce qui me différencie des autres monteurs. Je pense que les personnes que j'ai accompagnées seront peut-être mieux placées pour dire pourquoi ils préfèrent me consulter moi que consulter d'autres. Mais je pense que personnellement, ce que je peux dire de moi, c'est que je suis une personne qui aime apprendre. Parce que je pense que la connaissance est dynamique et croissante. Si vous avez de l'expérience à partager aux jeunes entrepreneurs, ça sera laquelle? Nous sommes tous en général dans des zones de confort. Tu sais que toi tu es là, monsieur Arthur Fouba, tu es dans une zone de confort, tu fais un métier, tu te dis que, c'est-à-dire tu peux croire que tu as déjà atteint le terminus. Mais parfois tu as d'autres potentialités en toi que tu n'arrives pas à exploiter. Donc il faut sortir de la zone de confort, traverser la zone de peur. Parce que ce qui t'empêche de sortir de la zone de confort, c'est la peur. Cette peur-là, ça va faire que tu seras dépendant des avis des gens, tu auras du mal à prendre les initiatives. Quand tu quittes la zone de confort, tu traverses la zone de peur, tu viens à la zone d'apprentissage. Tu te formes. Tu regardes par rapport à ce que tu veux faire, tu te formes. Une fois que tu te formes, alors tu vas atteindre ce que moi j'appelle la zone de croissance. La zone de croissance qui te permet de vivre tes rêves, de réaliser tes rêves, de fixer les bons objectifs et de mettre en place ton projet. La deuxième idée, c'est une histoire biblique. Vous permettez? Alors, dans la Bible, Dieu avait dit à Abraham que ta sémence séjournera 400 ans dans un territoire étranger. Après, je vais les sortir de là et je vais leur donner une terre promise. Vous voyez, c'est Dieu qui a promis. Et Dieu ne peut pas promettre une parole qui reste vaine. Lorsque Dieu promet, c'est déjà accompli. Prendre possession de la terre promise, ils ont dû encore combattre. Ils ont combattu pour acquérir chaque millimètre de la terre promise qui leur pourtant était déjà promise par Dieu. Ici, je vais simplement dire que tu peux avoir une bonne idée qui déjà te promet, qui déjà te montre que dès que tu lances, ça va marcher, mais il faut combattre. Combattre ici, c'est le sacrifice, c'est de se sacrifier, c'est de consulter, c'est de se former, c'est de sortir de la zone de confort, alors tu verras la gloire. D'accord. Alors, quel sera votre mot de fin? Je dirais simplement que tout est possible à celui qui croit. Il faut croire en ses rêves, mais il ne faut pas croire en ses rêves en restant au lit. Il faut se réveiller et aller vivre son rêve. Et voilà, c'est la fin de notre si belle émission. Comme on l'a dit, les bonnes choses ne durent jamais. Je tiens à remercier toute la grande équipe de la télévision congolaise. Et je vois mon cher frère Soleil Kunga qui est là derrière les images. Et je vois mon ami Ebi Sarko, l'honorable Yves Mondelengolo et le chef Amboulou. Je vous salue. Nous vous disons à très bientôt.